Que faites-vous quand toute votre vie est planifiée avant même que vous ne prononciez votre premier mot? Dans le grand royaume des Kalavras, les drapeaux flottent contre un ciel éclatant tandis que la foule rugit d'anticipation. Derrière le spectacle, deux guerriers se préparent. Leurs muscles se tendent. Leur cœur s'emballe. Mais ce n'est pas juste un autre combat. C'est le moment qui brisera tout ce que le prince Ozora pensait savoir sur son destin. L'arène explose alors que l'annonceur présente les meilleurs jeunes guerriers du royaume. Le prince Ozora Kalavra se tient les bras croisés, les gantelets dorés brillants, la confiance émanant de chaque fibre. En face de lui, Arya Argytré fléchit des muscles puissants sous sa chemise bleue. Ozora sourit, promettant d'y aller doucement. Arya rétorque, jurant d'effacer ce sourire suffisant. Deux amis sur le point de s'affronter. Aucun ne sait que ce moment va tout changer. La foule adore leur prince doré. Ozora, héritier du trône des Kalavras, destiné à la bataille et à la gloire, du moins, c'est ce que tout le monde voit. La princesse Catalina et son compagnon regardent depuis les sièges royaux, s'extasiant sur sa beauté. Mais sous les acclamations et l'admiration se cache un secret si dangereux qu'il pourrait renverser des royaumes. S'ils savaient seulement ce que le prince Ozora cache vraiment sous cette façade confiante. La princesse Célia se déplace mal à l'aise alors que Galino parle crûment de son frère. La tension monte alors que les règles du match sont annoncées. 1 minute, le dernier debout gagne. Mais alors que les concurrents se préparent, quelque chose de plus sombre rôde. Dans les sièges royaux, des accords sont conclus, des alliances forgées. Et un jeune prince reste joyeusement inconscient que son mariage a déjà été décidé dans des conversations chuchotées au-dessus du sol de l'arène. Le premier coup arrive vite. Les corps se heurtent avec un impact tonitruant alors qu'Ozora se lance en avant, le poing en arrière. Arya esquive avec des réflexes fulgurants, la foule haletant à ce près de louper. Les mains s'agrippent. Les muscles se tendent. Ce n'est pas juste un entraînement, c'est une danse de pouvoir et de précision. Chaque mouvement est calculé. Chaque respiration mesurée. Mais quelque chose semble faux. Pourquoi Arya semble-t-il retenir ses coups? Ozora argue alors qu'Arya le soulève du sol, insistant sur le fait que sa garde n'est pas baissée. Mais son partenaire d'entraînement voit chaque faiblesse, chaque ouverture. Avec une aisance pratiquée, Arya démontre une technique supérieure, projetant le prince à travers l'arène. Le son résonne. La foule applaudit. Pourtant, la frustration d'Ozora ne concerne pas la défaite. C'est d'être traité comme un enfant alors que le destin exige qu'il soit un guerrier. Ozora tombe au sol durement, grimaçant alors que son genou subit l'impact. Galino observe depuis les côtés, rejetant Arya comme un véritable défi pour le prince. Mais le spectateur aux cheveux noirs n'est pas d'accord, Arya fera un excellent soldat. Soudain, Arya attrape le gilet d'Ozora et le cloue au sol avec une force explosive. L'arène tremble. Le prince apprend une leçon dure sur le fait de sous-estimer ceux qui sont en dessous de son statut. La princesse Célia regarde avec une intensité inconfortable alors que le match continue. Une femme dans les gradins soupire de manière rêveuse à propos d'Arya, souhaitant attirer son attention. Pendant ce temps, Ozora pointe de manière ludique un espace ouvert, traitant toujours cela comme un jeu. Mais Arya voit à travers la façade, critiquant sa technique de combat avec une brutalité honnête. La taille n'a pas d'importance quand vous êtes assez rapide pour frapper là où ça compte. Plein de honte et d'humiliation, Ozora implore Arya de ne pas l'embarrasser devant son père. La pression pèse lourdement. Attente royale, regard scrutateur, le fardeau de vivre à la hauteur d'un héritage. Arya lui rappelle l'attention de son père, ajoutant du sel à la plaie. Mais le désespoir engendre la créativité. Dans un mouvement qui choque tout le monde, Ozora, mort. Fort. Les règles sont pour ceux qui peuvent se permettre de perdre. La foule explose alors qu'Ozora mord littéralement le bras de son adversaire. Arya rit malgré la douleur, demandant quel genre de prince en vient à utiliser ses dents. Ozora sourit. En bataille, la survie l'emporte sur l'honneur. Profitant de la distraction, il tire Arya avec une force énorme, le lançant à travers l'arène. Le bruit résonne à travers les murs de pierre. Parfois, gagner nécessite d'abandonner tout ce qu'on vous a appris sur la noblesse. Ozora déclare qu'il n'y a rien de malhonnête en bataille, dans incluse. Arya est allongée au sol, riant de bon cœur, appréciant vraiment leur match peu conventionnel. La foule acclame follement leur prince non conventionnel. Les femmes agitent la main depuis les gradins, criant son nom. Mais sous les plaisanteries se cache une question plus profonde. Quel genre de prince mord des gens? Peut-être celui qui refuse de perdre, peu importe le coût pour sa dignité. La princesse Célia met en garde contre le bord dangereux de l'arène alors qu'Arya tient Ozora dans une prise de contrôle. Avec un sérieux moqueur, Ozora suggère que se rendre serait hilarant. Son père se mettrait en colère, mais au moins les attentes écrasantes cesseraient enfin. Le cadre grandiose souligne leur fardeau royal.
Chaque mouvement est observé. Chaque décision est jugée. La liberté semble aussi lointaine que la foule acclamante en bas. Coincé sous Arya, l'esprit d'Ozora s'égare vers des pensées interdites. Que se passerait-il s'il cessait de suivre les ordres? Que se passerait-il s'il n'était pas l'héritier? Que se passerait-il s'il prenait enfin ses propres décisions? Les possibilités dansent dans sa conscience comme la lumière du soleil à travers des barreaux de prison. Arya se demande pourquoi la reddition lui plaît. Mais la véritable question d'Ozora est plus profonde. À quoi ressemblerait la vie s'il pouvait choisir son propre chemin? Ozora observe le match avec une intensité croissante, tandis que la princesse Célia et son compagnon sont assis dans des costumes élaborés, discutant de l'action. L'atmosphère bourdonne d'excitation, mais des courants de tension ondulent à travers la section royale. Une fille marche accidentellement sur une autre, suscitant une légère irritation. Pendant ce temps, Ozora reçoit des critiques sur le fait de perdre du temps avec des blagues au lieu de riposter. Tout le monde a des opinions sur la façon dont un prince devrait se comporter. 10 secondes restent alors qu'Ozora est assis sur Arya, déclarant qu'il ne se rendra pas. Le compte à rebours de l'arbitre résonne dans l'arène comme un glas funèbre. Mais quelque chose ne va pas. Arya est allongée immobile sous lui, ne faisant aucun effort pour s'échapper ou contrer. La foule regarde, confuse. Les observateurs royaux s'inquiètent. Pourquoi le guerrier talentueux ne se bat-il pas? Quel jeu Arya joue-t-il vraiment ici? Le temps expire. Le prince Ozora gagne. L'arène explose de célébration alors que son père le déclare futur roi et guerrier. Mais la victoire a un goût amer dans la bouche d'Ozora. Arya offre un simple « bon travail », mais quelque chose semble creux dans ce triomphe. Ozora murmure « stupide Arya » entre ses dents, son esprit tourbillonnant avec une question troublante qui empoisonne son moment de gloire. Pourquoi Arya l'a-t-il laissé gagner? Un homme barbu admet ses doutes sur Ozora, mais voit maintenant son potentiel comme un match convenable pour sa fille. La princesse Catalina regarde avec émerveillement. Le roi ordonne à son fils de saluer la princesse Galino, révélant qu'elle sera un membre futur de la famille d'Ozora. La confusion d'Ozora est palpable. Qui est cette femme? Quand son père mentionne le mariage, la panique traverse le visage du prince. Le piège se referme. Le roi promet qu'ils discuteront du mariage plus tard, alors que les yeux d'Ozora s'élargissent d'horreur. Le mot « pas question » brûle dans sa conscience. Une femme joint les mains avec délice tandis qu'Ozora transpire abondamment, se posant la question qui hantera ses cauchemars. Va-t-il vraiment se marier avec elle? L'arène colorée semble soudainement être une cage, et l'évasion semble impossible. La scène se déplace vers le château opulent d'Antonio, où les invités complimentent les récentes rénovations. La conversation s'écoule agréablement alors qu'ils admirent l'état impeccable de l'état. Le prince Ozora parle de manière décontractée de leur familiarité avec l'architecture grandiose. Deux femmes élégantes discutent de leur fille Catalina, laissant entendre des liens plus profonds avec la famille royale. Sous les politesses, des arrangements sont en cours qui changeront des vies pour toujours. Dans un couloir près de la reine, Ozora salue la fille aux cheveux noirs flottants. Elle complimente avec enthousiasme son apparence, le faisant légèrement rougir. Essuyant la sueur de son front, il se rassure que son père plaisantait à propos du mariage. Sûrement, il ne forcerait pas un engagement avec quelqu'un qu'Ozora ne connaît pas. Mais son compliment nerveux sur sa tenue porte une sous-tonalité qui fait tomber son estomac. La conversation tourne autour de la fête d'anniversaire à venir d'Ozora. L'enthousiasme de la fille est contagieux alors qu'elle demande s'il va y assister. Son « ouais » doux porte de l'incertitude. Les observateurs remarquent son évident malheur, suggérant que quelqu'un devrait le sauver de cette rencontre maladroite. La fille lui serre affectueusement l'épaule, suscitant des réactions mitigées. Même dans des moments d'interaction décontractés, le poids des attentes pèse sur lui. Dans la grande salle de la reine, Ozora attrape Arya avec urgence, ayant besoin de parler. La princesse Catalina réconforte la Célia en détresse, niant sa propre beauté tout en insistant sur le fait que Célia est plus jolie. L'échange ludique sur les apparences masque des tensions plus profondes. Quand quelqu'un mentionne le béguin évident de Catalina pour Ozora, l'appelant « beau garçon », le monde du prince bascule. Même les compliments semblent être des chaînes qui le lient à un destin qu'il n'a jamais choisi. Ozora rejette les complications romantiques, insistant sur le fait qu'il n'a pas le temps pour de telles choses. Il nie être un « beau garçon » avec une détermination frustrée. Arya feint l'ignorance lorsqu'on l'interroge sur le fait d'avoir laissé Ozora gagner, mais son sourire suggère le contraire. Leur échange ludique porte un sous-texte de problèmes plus profonds. Le cadre opulent du château souligne leur existence privilégiée mais contrainte. Même l'amitié a des implications politiques dans leur monde. L'oncle Vargas interrompt leur conversation,
annonçant l'invitation du roi à dîner. Le couloir élaboré encadre leur interaction alors qu'Ozora s'accroche à Arya, surpris par l'apparition soudaine. Son expression passe de la surprise à la curiosité alors qu'il traite l'annonce. La tension croissante suggère que ce dîner apportera plus que de la nourriture. Il servira des révélations qui pourraient tout changer. À la table à manger somptueuse, Ozora reçoit des éloges pour sa force impressionnante pendant le match. Arya semble surpris mais ravi par cette reconnaissance. Un autre invité commente sur son physique en croissance, demandant sa taille. Le cadre élégant contraste avec l'exaspération légère d'Arya d'être constamment interrogée sur son développement. Même la conversation décontractée du dîner devient une performance quand on est sous le regard royal. Les plaisanteries légères continuent autour de la table à manger alors qu'Arya est taquinée sur sa taille. Ozora sourit avec une légère irritation, tandis que les autres regardent amusés. L'ambiance change dramatiquement lorsque le roi lève son gobelet, le frappant accidentellement avec un « bonk ». Son expression devient grave alors qu'il mentionne la véritable raison de la visite de la royauté Galino, les tensions croissantes avec les Sergos. L'atmosphère festive s'évapore instantanément. Dans les ombres menaçantes de la salle du trône, le roi parle de la force magique de leurs ennemis, mettant en garde contre la confusion entre chance et pouvoir. Sa voix devient lourde alors qu'il révèle le destin de Fredrock, un royaume millénaire complètement détruit par les Sergos en quelques jours. Citoyens massacrés. Histoire effacée. La menace devient plus grande maintenant, et sans connaissance de l'emplacement des Sergos, une attaque directe reste impossible. La peur s'installe comme de la poussière sur les nobles rassemblés. La princesse Catalina exprime son émerveillement devant leur empire doublant de taille grâce à une alliance. La conversation devient stratégique alors que les dirigeants discutent de l'unification des forces humaines contre la magie noire. La salle à manger bourdonne de tension alors que le roi souligne leur besoin de forces combinées. Puis vient la bombe. Il doit finaliser le contrat de mariage entre le prince Ozora et la princesse Catalina. Les visages des deux jeunes enregistrent un choc pur face à cette annonce soudaine. Catalina pousse un cri d'excitation, les mains pressées contre ses joues de joie pure. Pendant ce temps, Arya pense avec horreur croissante que cette décision a été prise sans le consulter. Les nobles rassemblés applaudissent avec enthousiasme, criant à quel point ce développement est excitant. Mais lorsque le roi demande à son fils de venir parler en privé, l'expression d'Arya devient sérieuse. La célébration autour de lui ressemble à une marche funèbre vers la potence. Dans l'intérieur somptueux du palais, Ozora confronte son père avec une colère explosive. Son père explique calmement que les mariages arrangés sont une tradition royale, semblant peu affecté par le désarroi de son fils. L'éclat émotionnel d'Ozora révèle sa croyance que ces circonstances l'ont rendu immunisé à de tels arrangements. Lorsque son père remet en question cette hypothèse, la tension crépite entre eux comme un éclair avant la tempête. La vérité explose des lèvres d'Ozora comme un barrage qui cède, ils ont caché le fait qu'il n'est pas physiquement un homme. La salle du trône orné est témoin de cette révélation dévastatrice. L'expression sérieuse de son père suggère qu'il le savait depuis longtemps. Les lustres et les motifs complexes semblent se refermer autour d'eux alors que le poids de leur tromperie pèse lourdement dans l'air. La panique d'Ozora s'intensifie alors qu'il exige des réponses sur la production d'héritiers. Son père lui ordonne de baisser la voix, affirmant qu'il n'agirait pas imprudemment en ces temps désespérés. La conversation révèle que Galino a désespérément besoin de cette alliance. Ils n'ont pas d'héritier mâle, seulement la princesse Catalina. La pièce somptueuse semble suffocante alors que les secrets de famille et les nécessités politiques s'entrechoquent dans une tempête parfaite d'attentes impossibles. Arya agrippe ses vêtements avec force, submergée par la révélation que d'autres connaissent maintenant son secret. Sa pire peur se matérialise, ils commenceront à le voir comme une fille. Frustrés, ils se demandent pourquoi le mariage est nécessaire quand les royaumes pourraient simplement s'unir sans cela. Une voix hors champ répond avec un traditionnalisme écrasant. C'est le devoir d'un homme d'épouser une femme. Les yeux illustrés qui l'entourent représentent le jugement vigilant de la société. La confrontation s'intensifie alors que l'anxiété d'Ozora devient palpable. Son père insiste sur le fait qu'éviter le mariage générerait des rumeurs dangereuses, la dernière chose dont leur famille a besoin. Il souligne que ce mariage est chanceux pour eux, tandis qu'Ozora lutte avec le sentiment d'être mal préparé pour une telle responsabilité. La grandeur du palais se moque de sa vulnérabilité alors qu'il admet son incertitude quant à sa capacité à répondre aux attentes royales. Son père taquine cruellement, demandant si Ozora veut secrètement être une princesse à la place. Ozora nie avec véhémence, criant qu'il refuse de se marier. La réponse de son père est définitive. En tant que prince du royaume, il épousera cette femme. Point final. Se dirigeant vers la grande porte, il déclare la conversation terminée,
leurs invités attendent. La salle du trône orné devient une prison alors qu'Ozora suit à contre-cœur, sa liberté officiellement terminée. L'expression troublée d'Ozora persiste alors que la scène se transforme en un ciel paisible au coucher du soleil peint de teintes roses et oranges. Dans la salle à manger, des hommes rient et trinquent ensemble, leur gaieté contrastant fortement avec le tumulte intérieur du prince. Alors qu'Ozora marche seul dans le grand couloir, ses pas résonnent contre les colonnes de pierre. Le PAD de son mouvement souligne son isolement au milieu du vaste vide du palais. Une fille aux cheveux sombres appelle avec urgence le prince Ozora, exprimant son désir de le rendre heureux malgré leurs circonstances difficiles. Elle reconnaît le poids de leur situation tout en tendant la main vers lui. Ozora répond avec une hésitation visible sur ses sentiments. Leur bref moment de connexion se brise lorsque quelque chose est arraché de sa prise, l'effet sonore soulignant l'interruption soudaine et la tension croissante entre eux. Ozora se retire avec une désespérance urgente, lui disant qu'il doit partir et qu'il ne peut pas gérer cela en ce moment. La fille regarde avec une inquiétude croissante alors qu'il se retire dans le couloir richement décoré. La scène se déplace vers un ciel étoilé, suggérant le monde plus vaste au-delà de leur drame confiné. Une silhouette musclée en noir se tient pensivement dans une pièce royale, sa connexion à la crise qui se déroule étant floue mais sinistre. Dans la salle du trône, Arya salue Ozora, notant son potentiel départ. Lorsqu'Ozora mentionne une petite course aux casernes, Arya le félicite en plaisantant de devenir bientôt un homme marié. L'inconfort d'Ozora est palpable, alors qu'il se demande si cette situation est vraiment favorable. Les portes en verre ornées et les décorations somptueuses encadrent leur conversation, mais le luxe ne peut pas masquer la tension qui crépite entre de vieux amis. La frustration d'Ozora déborde alors qu'il exprime son désir de prendre ses propres décisions pour une fois. Assis défensivement avec les mains croisées, il a l'air petit malgré son statut royal. Lorsqu'Arya lui demande s'il veut s'enfuir, la confusion traverse le visage d'Ozora. La suggestion flotte dans l'air comme un fruit défendu, tentant, dangereux et potentiellement transformateur. L'évasion est-elle vraiment possible? Arya propose d'accompagner Ozora, plaisantant sur ce que le royaume ferait sans leur prince bien-aimé. L'ambiance s'allège alors qu'il ébouriffe affectueusement les cheveux d'Ozora, lui disant de se remonter le moral. Ozora se détend légèrement, pensant qu'Arya plaisantait juste à propos de s'enfuir. La pièce aux murs de pierre semble moins oppressive maintenant, leur amitié offrant un bref répit au poids écrasant des attentes royales et des mariages arrangés. L'atmosphère change de manière sinistre alors qu'une présence malveillante se fait connaître. Une silhouette sombre observe leur situation avec un intérêt calculé, notant combien il est chanceux que deux nations humaines dépendent d'un garçon sans défense. La menace se matérialise avec une intention prédatrice alors que les ombres se déplacent avec un but mortel. Ozora appelle défensivement quelqu'un à rester en arrière, agrippant son arme. Le danger auquel ils font face est bien plus que politique. La silhouette sombre continue son évaluation moqueuse de leur vulnérabilité. Le mot « Sergo » explose à travers la scène comme un cri de bataille alors que la véritable menace se révèle. Un ordre résonne pour aller chercher le prince, confirmant leur pire crainte. L'atmosphère crépite d'énergie malveillante alors que la race magique qui a détruit des royaumes fixe son attention sur Ozora. Le destin de deux nations repose sur un garçon non préparé. Arya crie à Ozora de rester en arrière alors qu'il agrippe son épée de manière défensive. L'expression menaçante de la silhouette cornue promet une violence inimaginable. Le cri dramatique de « Sergo » renforce la menace mortelle à laquelle ils font face. Un commandant ombragé ordonne la capture du prince avec une autorité glaciale. L'espace clos devient un piège alors qu'Ozora réalise que son entraînement royal ne signifie rien contre des ennemis qui ont détruit des royaumes entiers. Arya panique, réalisant qu'il est désarmé dans cette confrontation mortelle. Un guerrier en manteau sombre roule désespérément pour éviter un attaquant bondissant dans une armure noire lisse brandissant des armes lumineuses. L'énergie crépite dans l'air alors que la vitesse surhumaine rencontre la fureur magique. La salle d'entraînement devient un champ de bataille alors que les Sergos prouvent pourquoi ils ont conquis des royaumes. Sans armes, contre la magie, quel espoir les humains ont-ils? L'acier rencontre la chair alors que la lame du guerrier trouve sa cible. Le cri d'agonie de l'attaquant blond résonne dans la chambre alors que le sang coule librement. Un autre Sergo saisit son camarade tombé tout en se moquant de leurs adversaires humains avec une menace prédatrice. Le guerrier blessé se tord au sol alors que son allié avance avec une détermination implacable. La victoire et la défaite équilibrent sur le fil d'un couteau imbibé de cramoisi. Ozora se lance dans l'action avec un courage désespéré alors que son ami appelle son nom. L'épée siffle dans l'air avec une précision mortelle tandis que les colonnes architecturales témoignent de leur lutte pour la vie ou la mort.
Un observateur cornu regarde avec un intérêt croissant et amusement, notant l'impressionnante démonstration. Mais alors qu'un personnage se recroqueville dans une terreur surprise, la question demeure. La détermination humaine peut-elle surmonter la supériorité magique? Le visage d'Ozora se tord de détermination et de peur alors qu'il se prépare pour le combat de sa vie. Son épée est agrippée fermement alors qu'il se lance en avant avec tout ce qu'il a. Une lourde botte s'écrase près de lui alors que des ennemis envahissent le champ de bataille. Le guerrier cornu sourit depuis l'ombre, appréciant le spectacle de la lutte humaine. Ce n'est plus un entraînement. C'est la survie contre des créatures qui les considèrent comme des insectes. Le guerrier musclé cloue la tête de son adversaire avec une force tonitruante, provoquant des halètements de douleur. Avec un cri de bataille qui fait trembler les pierres, il lance une contre-attaque dévastatrice. Son ennemi vole dans les airs, vaincu et sans armes. Une figure calme aux longs cheveux noirs et aux cornes pointues observe le chaos avec un intérêt calculé, murmurant pensivement. Le cours de la bataille change, mais de plus grands dangers rôdent encore. Les derniers mots du guerrier cornu coupent plus profondément que n'importe quelle lame. « Vas-y, tue-moi, tout comme ton peuple l'a fait à des milliers de Sergos dans le passé. » Son défi flotte dans l'air comme une malédiction alors qu'Ozora agrippe son arme avec des mains tremblantes. L'accusation dévastatrice sur les atrocités humaines ajoute une complexité morale à leur conflit. Alors que l'acier trouve la chair et que les cris percent l'air, les deux côtés saignent pour des péchés qu'ils n'ont jamais commis. Mais qui sont les véritables monstres dans cette guerre? Le guerrier blond balbutie sous le choc alors que son père musclé donne un ordre glaçant. Ne jamais hésiter à nouveau. Tue-les. La protestation du garçon meurt sur ses lèvres alors que l'autorité paternelle écrase la compassion. Dans l'ombre, une silhouette cornue observe avec un intérêt calculateur, murmurant sur des résultats inattendus. Quelles leçons sombres sont enseignées ici? Le prince Ozora se tient au milieu des conséquences de la bataille alors qu'une figure mystérieuse aux yeux rouges lui fait ses adieux avec une promesse sinistre. Les gardes accourent, alarmés par le corps tombé devant eux. Alors que l'ennemi s'échappe avec une vitesse surnaturelle, Ozora vérifie ses compagnons. L'avertissement de son mentor résonne avec urgence. Ne s'aventure plus jamais dehors sans ton épée. Dans les grandes salles du château, les tensions bouillonnent entre les guerriers. Le commandant musclé rappelle au blond Caria ne peut pas toujours couvrir ses erreurs au combat. En roulant des yeux, le jeune homme exige son épée avec une impatience typique. Arya est ordonnée de retourner au quartier avec des gardes supplémentaires. La menace des Sergos qui rôdent devient de plus en plus réelle. Quelle journée horrible, réfléchit le guerrier alors que des souvenirs traumatiques affluent. Les mots des Sergos le hantent. Vas-y, tue-moi, tout comme ton peuple l'a fait à des milliers. Pendant ce temps, le mariage arrangé de la princesse Catalina avec le prince Ozora pèse lourdement sur les esprits. Elle ne devrait pas être forcée dans cette union, mais le devoir exige son prix. Le guerrier musclé se prélasse avec une dominance décontractée, son bras drapé sur les épaules du blond dans un geste à la fois protecteur et contrôlant. Leur moment intime se transforme en tension alors que le garçon se lève, des émotions conflictuelles jouant sur son visage. Maintenant seul, il couvre son visage de frustration, murmurant à propos du stupide Arya et des complications qui les entourent tous les deux. Sous un ciel étoilé, les Sergos se rassemblent dans leur chambre cachée. Apollon est revenu, mais où sont les autres? La grande figure cornue avance avec une présence imposante, exigeant une audience avec l'Ormirus. Dans les couloirs de pierre illuminés par la lumière violette, des questions se posent sur le destin du prince Ozora. Pourquoi ne peuvent-ils pas cesser de penser à lui? Il est absolument parfait, déclare le Sergo avec une certitude confiante. Le prince Ozora est exactement ce dont ils ont besoin pour abattre les humains. Dans leur sanctuaire souterrain, éclairé par des flammes violettes, le leader aux cheveux argentés s'adresse à ses partisans. Cela fait 6 mois qu'ils se cachent dans ces cavernes depuis que l'invasion humaine a déplacé leur peuple. Mais pas pour longtemps. Dans la chambre remplie d'ombre, l'Ormirus expose leur stratégie audacieuse. Ils reprendront ce qui leur appartient et saisiront encore plus. Énormément en infériorité numérique face aux humains, une révolte directe serait désastreuse. Au lieu de cela, ils infiltreront les familles royales de l'intérieur. La première étape, enlever le prince Ozora Calavra. Ses partisans écoutent avec une loyauté indéfectible ce plan dangereux. Apollon fait rapport à l'Ormirus sur sa mission de surveillance. Le prince Ozora, 16 ans et l'un des combattants les plus habiles du royaume, montre du potentiel mais manque de vitesse et d'agilité cruciale. Le potentiel du garçon brille d'une mystérieuse énergie violette alors que Irus évalue sa valeur. Dans ce cadre de château sinistre, chaque détail du programme d'entraînement d'Ozora compte pour leur sombre dessein. La figure cornue présente des informations sur Arya Argytré, le protecteur de 18 ans d'Ozora. Entraîné par le roi à tuer des radicaux, Arya prouve une loyauté farouche envers son prince. Les femmes se moquent de lui comme d'un chien protecteur avec son collier, mais un Sergo ne peut plus tolérer les méthodes impitoyables d'Apollon. L'inquiétude grandit quant au coût moral de leur mission.
La panique éclate dans la chambre souterraine alors que 3 autres Sergos meurent ce soir. Cela ne peut pas continuer. Comment ce nid peut-elle parler si froidement de leur propre peuple? Ceux qui ont été perdus étaient des faibles qui ont servi leur but, argue-t-elle froidement. D'autres insistent désespérément sur l'existence de méthodes alternatives. Mais alors que des mains s'abattent et que le chaos éclate, qui a vraiment foi en leur cause? Dans la chambre faiblement éclairée, des stratégies se cristallisent alors que le Sergo aux cheveux rouges exige une meilleure compréhension des schémas de combat humains. Lor-Irus écoute alors qu'Apollon livre des informations cruciales. Le mariage du prince Ozora avec la princesse Catalina unira les royaumes. Cette alliance pourrait exposer de nouvelles vulnérabilités chez leurs ennemis. Le destin du prince est suspendu à l'équilibre de leur manigance. Lor-Irus prononce une sentence de mort avec une autorité froide. Éliminer Arya Argytré d'ici la fin de demain. Apollon accepte l'ordre sinistre avec une obéissance respectueuse. Au-dessus de leur complot souterrain, le ciel passe de l'obscurité à une lumière éclatante. Le complexe de châteaux paisibles, entouré de montagnes, reste Blissfully inconscient du complot d'assassinat qui se prépare en dessous. Dans la cour d'entraînement remplie de mannequins, 2 Sergos infiltrateurs surveillent leur cible. La fille aux cheveux rouges jette un coup d'œil autour du mur de pierre, se demandant si c'est ici qu'Arya vit. Avec tant de guerriers autour, comment vont-ils trouver leur marque? C'est un grand garçon, note-t-elle avec un humour noir, il se fera remarquer. Une femme confirme qu'Arya est dans sa chambre, scellant son destin. Les assassins discutent de leur approche alors qu'une autre fille se dirige vers la chambre d'Arya. Rien de nouveau là, il attire des admirateurs chaque semaine. Mais le temps presse. Ils n'ont à peine qu'une heure de leur sort d'invisibilité et doivent l'utiliser judicieusement. Avec un clic de leur dispositif magique, ils activent leur dissimulation. Le ciel lumineux les appelle alors qu'ils se préparent à tuer. Devant la porte d'Arya, une fille en jaune supplie d'entrer. Le guerrier musclé à l'intérieur semble agacé, son humeur sombre. Elle propose de lui faire sentir mieux à travers la barrière en bois. Mais des yeux invisibles observent depuis l'ombre alors que l'assassin aux cheveux rouges observe, se préparant à frapper. La porte entre eux devient une barrière entre la vie et la mort. L'excitation envahit l'assassin invisible alors qu'elle et son partenaire se préparent à tuer. Ils pourraient éliminer Arya juste devant la fille innocente, telle est leur confiance. Soudain, des appels urgents résonnent à travers les quartiers. Mettez-vous en ordre. Le roi et ses enfants sont arrivés de manière inattendue. Cela complique tout. Leur moment parfait s'évanouit. Les salutations matinales résonnent dans la cour animée alors que le prince Ozora apparaît parmi ses guerriers. Le prince blond charme tout le monde avec sa manière décontractée, tandis que l'entraînement se poursuit autour d'eux. Des moments intimes se déroulent alors que Célia câline son compagnon, lui avertissant avec espièglerie qu'il doit partir. L'atmosphère mélange discipline militaire, romance juvénile et privilège royal. La princesse Catalina arrive avec un style glamour, déclarant qu'il est inutile de rester inactif dans le château. Son attitude confiante attire les regards des guerriers alors qu'elle flirte et plaisante avec un plaisir évident. Le soldat aux cheveux sable commande sur les hommes attrayants autour d'eux, suggérant d'en ramener un chez eux. Mais sous la surface ludique, la tension bouillonne au sujet des arrangements royaux à venir. Le prince Ozora demande anxieusement à propos de son apparence, tandis que la princesse Catalina délivre son honnêteté tranchante. Il essaie trop comme d'habitude. L'atmosphère change lorsqu'Arya entre dans sa robe jaune, surprenant tout le monde. Des salutations polies et des réactions surprises suivent alors que le groupe traite cette apparition inattendue. Le protocole royal entre en conflit avec l'expression personnelle dans ce moment chargé. Le rire remplit les quartiers alors qu'ils reconnaissent qu'Arya va très bien. Le guerrier en armure dorée rit tandis que d'autres se détendent dans l'atmosphère décontractée. Lorsqu'on leur demande pourquoi leur visite inattendue, des explications émergent sur le stationnement de 30 gardes supplémentaires. La menace croissante des Sergos exige des mesures de sécurité plus strictes. Ce qui a commencé comme des politesses sociales révèle des préoccupations plus profondes concernant leur sécurité. Dans l'intérieur lumineux, les présentations s'enchaînent alors que le musclé Arya accueille ses visiteurs avec une politesse décontractée. Les femmes expriment leur enthousiasme tout en observant sa réponse notablement réservée. Il ne semble pas du tout excité, note l'une d'elles avec perspicacité. Le protocole royal se poursuit alors que les salutations sont échangées, mais des courants de tension ondulent sous la surface cordiale. Tout le monde ne partage pas le même enthousiasme pour ces rencontres. Les assassins cornus maudissent leur chance. Trop de gens présents pour un meurtre propre. Ils devront attendre et attraper Arya plus tard dans la journée. Pendant ce temps, des adieux en larmes se déroulent dans la cour du château, alors que des êtres chers promettent de revenir dans quelques mois. Les liens familiaux se renforcent même si des arrangements politiques les séparent. Les grandes tours témoignent à la fois de départs tendres et de complots mortels. Des questions se posent sur la présence de gardes masculins, alors que le roi Calavra assure la protection de la princesse Catalina.
Le vaste hall de jardin, intérieur fleuri de fleurs vibrantes, entretenu quotidiennement par des servantes dévouées. Vide d'autres personnes, l'espace semble à la fois paisible et isolant. Alors qu'il parcourt l'escalier menant à l'étude, l'appréhension de Catalina grandit à propos de son nouvel environnement. Catalina tressaille à un toucher indésirable, son inconfort évident dans la robe rose élégante. Descendant l'escalier orné, la frustration grandit à propos du comportement d'Aria. Pourquoi l'ignore-t-il toujours pour des filles aléatoires? Les gardes observent son état émotionnel avec une inquiétude croissante, notant qu'elle semble prête à pleurer. Mais ensuite, son humeur change radicalement alors qu'elle salue quelqu'un avec une confiance soudaine. L'arrivée de la princesse Célia apporte un soulagement visible sur le visage de la fille en détresse. Leur excitation à essayer du rouge à lèvres ensemble révèle une véritable amitié sous la formalité royale. La chambre richement décorée avec sa verdure luxuriante offre un cadre intime pour leur retrouvailles. Le rappel d'un garde à rester ensemble suggère les mesures de protection qui les entourent. La compagnie féminine offre du réconfort dans cet environnement vigilant. Dans le somptueux washroom, la princesse Célia défie les gardes avec une confiance affirmée. Ils ne vont certainement pas les suivre dans des espaces aussi privés. Les hommes acceptent maladroitement d'attendre dehors tandis que les femmes se retirent. Mais Célia détruit rapidement toute illusion de faiblesse, réprimandant sévèrement le comportement pleurnichard de l'autre fille. En tant que seule femme de leur famille, elles doivent projeter de la force. La chambre luxueuse témoigne de la leçon sévère de Célia sur le comportement royal. Si Catalina prévoit d'être une princesse, elle doit apprendre à agir comme telle. La réputation de leur famille dépend de la projection de la confiance, pas de l'effondrement sous la pression. La réponse apologétique de l'autre fille ne fait que renforcer le point de Célia sur la différence frappante entre le comportement commun et les attentes royales. Dans la chambre somptueuse, Catalina révèle son inconfort d'être seule avec la plupart des hommes, souhaitant que son garde personnel soit présent. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a un garde masculin, elle délivre la révélation surprenante. Son protecteur est en fait un tigre. L'absurdité de la situation apporte un moment de légèreté à leur conversation sérieuse sur la confiance et la protection dans leur monde dangereux. Le choc de Célia face à la révélation du tigre se transforme en questionnement sur la praticité d'un tel arrangement inhabituel. Un garde humain ne serait-il pas plus efficace? Mais l'histoire douloureuse de Catalina émerge. Elle a autrefois fait confiance à un protecteur humain et a appris une leçon dévastatrice. À 15 ans, la trahison lui a appris à ne jamais refaire cette erreur. Certaines blessures sont trop profondes pour la sagesse conventionnelle. La conversation prend un tournant inattendu alors que Célia questionne si la nature biologique d'Ozora dérange Catalina. Pas du tout. Tout chez lui semble parfait à son regard excité. Elle déclare des plans ambitieux pour le faire tomber amoureux d'elle, rêvant qu'elle devienne sœur par le mariage. Son enthousiasme pour de futures soirées pyjama révèle une innocence touchante sous les manigances royales. Des taquineries ludiques émergent alors que Célia note la préférence claire de Catalina pour éviter les hommes. Les filles sont définitivement meilleures, convient Catalina avec une honnêteté décontractée. Mais lorsque Célia approfondit les implications romantiques, une tension soudaine remplit l'air. La question suspendue entre elle est comme une arme chargée. Trop de vérité a-t-elle été révélée dans ce moment de vulnérabilité honnête? Sur le luxueux canapé rouge, les désirs interdits de Catalina émergent. Elle a toujours préféré les filles, admet-elle avec une confiance croissante. Malgré les tabous sociaux, ses sentiments restent constants, sauf pour un garçon qui a capturé son cœur. Des flashbacks révèlent la jeune Catalina déclarant son souhait d'épouser une fille, seulement pour faire face à la correction horrifiée de sa mère sur le comportement approprié. Certaines vérités ne peuvent être réduites au silence. Des confessions passionnées coulent alors que Catalina révèle son attraction instantanée pour Ozora. Il est unlike anyone she's ever encountered, différent de façon qui défie l'explication. Lorsque Célia interroge sur ses préférences romantiques, l'embarras submerge la jeune princesse. Le cadre intime du washroom amplifie la vulnérabilité de partager de telles vérités profondément personnelles sur le désir et l'attraction. Des coups frappés avec urgence interrompent leur moment privé, alors que les gardes demandent des réponses sur leur absence prolongée. Des chuchotements et des regards significatifs passent entre les princesses alors que la tension s'intensifie à l'extérieur de la porte. Le temps a passé dangereusement longtemps. La menace d'une entrée forcée plane alors que des voix inquiètes insistent sur la confirmation de leur sécurité. Leur conversation intime fait face à une découverte imminente. Les coups frappés s'intensifient alors que les gardes annoncent leur intention d'entrer immédiatement. À l'intérieur du luxueux washroom, les deux princesses se tiennent figées dans un moment intime, leurs visages proches dans l'atmosphère chargée. L'intrusion annoncée menace de briser toute compréhension qui se construisait entre elles. Le temps s'écoule alors que le devoir appelle. La voix de l'auteur se fait entendre, clarifiant que les points de vue des personnages ne reflètent pas les croyances personnelles.
Ces princesses vivent dans une société ignorante qui façonne leur compréhension limitée. Pendant ce temps, Célia fait signe au silence alors que les gardes se préparent à entrer. Le poids des attentes sociales s'écrase contre la vérité personnelle. Leur moment privé survivra-t-il à l'intrusion du devoir et du protocole? Dans le luxueux washroom, l'urgence monte alors que des voix annoncent leur entrée. Les princesses avancent ensemble vers la porte, les mains serrées en soutien mutuel. Derrière le rideau, quelqu'un se prépare à pousser alors que des voix préoccupées s'élèvent. Leur conversation intime doit se terminer alors que le devoir les reprend tous les deux. Le moment de vérité arrive avec une force inévitable. La recherche continue alors que les gardes confirment que la chambre semble vide. Cachée de la vue, Célia se demande pourquoi elle se cache tout en insistant pour qu'elles poursuivent leur conversation privée. Où sont passées ces autres filles? Elles doivent avoir échappé par une autre sortie. Avec détermination, Célia déclare qu'elles doivent les poursuivre. La chasse commence. Derrière le rideau, l'énergie ludique revient alors qu'elle se retrouve enfin seule. La conversation sur les préférences romantiques se poursuit avec Catalina décrivant son type idéal, de belles filles aux longs cheveux, sociables et gentilles. Le cadre luxueux encadre leur discussion intime tandis que Célia répond avec un rire amusé à la description révélatrice. L'observation perspicace de Célia tranche à travers le moment. Cette description ne ressemble pas beaucoup à Ozora, n'est-ce pas? Les pièces du puzzle se déplacent alors qu'elle offre sa compagnie jusqu'à l'arrivée du garde-tigre de Catalina, s'assurant qu'elle ne sera pas seule avec les gardes masculins. La gratitude et le soulagement se lisent sur le visage de Catalina, alors que l'amitié offre un refuge contre l'attention indésirable. L'entraînement reprend dans le dojo spacieux alors que l'instructeur ordonne à ses élèves de se mettre en binôme. La leçon d'aujourd'hui se concentre sur le blocage efficace dans le combat à main nue. Ozora semble nerveux alors que son partenaire confiant l'encourage à commencer l'exercice. Le prince blond se prépare à donner un coup, la tension montant alors que sa jambe s'étend vers sa cible. La pratique du combat devient un test de concentration. L'instructeur présente fièrement ses deux élèves vedettes qui ont combattu seuls 4 sergos envahisseurs. Arya jette du matériel d'entraînement tout en déclarant l'efficacité de leur partenariat, mais Ozora lutte pour se concentrer. Arrête de parler, exige-t-il avec frustration. Je ne peux pas me concentrer. La pression des batailles récentes pèse lourdement sur l'esprit du jeune prince alors que les distractions se multiplient autour de lui. Arya argue que les distractions du monde réel exigent d'apprendre à ignorer les perturbations pendant le combat. Ne devrais-tu pas développer cette compétence? La tension monte alors qu'il saisit fermement le poignet d'Ozora, le tirant plus près dans le cadre traditionnel du dojo. Leur échange passionné révèle des frustrations plus profondes concernant la concentration, la préparation et la pression croissante à laquelle ils font tous deux face. La proximité physique intensifie les enjeux émotionnels. La séance d'entraînement explose en intensité alors qu'un guerrier s'écrase au sol en bois avec un bruit retentissant. Au-dessus de lui se profile son partenaire, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre dans l'issue chargée. L'expression surprise du combattant tombé rencontre la confiance stable de son adversaire. Les battements de cœur tonnent entre eux, badom, alors que quelque chose change dans l'air autour d'eux. Lâche-moi. La demande résonne à travers le dojo alors que les lutteurs se séparent, observés par leur instructeur stoïque. Mais dehors, sous le ciel bleu clair, la confusion submerge le jeune prince. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ces derniers temps? Sa tête bourdonne de questions auxquelles il ne peut pas répondre. Pourquoi ces pensées étranges sur Arya continuent-elles de surgir? Quelque chose de fondamental est en train de changer en lui. Des gardes escortent le prince Ozora à travers le château orné, insistant pour qu'il ne s'aventure pas seul à l'extérieur après les récentes attaques. Le prince proteste contre leur surveillance constante alors qu'il pointe vers un groupe de prisonniers enchaînés. Des sodomites capturés hier, explique-t-il de manière factuelle. La curiosité d'Ozora grandit alors qu'il est témoin de la justice sévère du royaume contre ceux qui osent aimer différemment. Quelle obscurité se cache sous le faste royal? La réalité sombre s'installe sur Ozora alors qu'il apprend l'exil homosexuel du royaume. Ils ont de la chance que ce ne soit que l'exil. Le mois dernier, un noble a été exécuté pour de tels crimes. L'expression troublée du jeune prince s'approfondit alors que le poids de la justice royale s'écrase sur lui. Son compagnon remarque la détresse, offrant du soutien alors que les émotions menacent de le submerger. Combien souffrent simplement d'être eux-mêmes. L'entêtement l'emporte alors qu'Arya rejette les offres d'assistance, murmurant n'importe quoi avec une finalité désinvolte. Le dojo observe alors qu'il tourne le dos et s'éloigne de l'inquiétude. 2 figures encapuchonnées suivent le prince blond dans l'ombre, leur présence inaperçue par les autres. Dans son moment de vulnérabilité, le danger se rapproche. Son refus d'aide se révélera-t-il fatal? Stubbornness wins as Arius rejects offers of assistance, muttering whatever with dismissive finality. The dojo watches as he turns his back and walks away from concern. 2 cloaked figures follow the blonde prince into the shadows,
their presence unnoticed by others. In his moment of vulnerability, danger closes in. Will his refusal of help prove fatal? La voix de l'auteur tranche à travers l'histoire comme une lame de vérité. La transphobie rôde dans ses chapitres, intentionnelle et non intentionnelle. Même nos protagonistes portent le poison de leur société ignorante. Mais ce n'est pas un soutien, c'est une exposition. L'obscurité doit être nommée avant de pouvoir être conquise. L'esprit du prince Ozora tourbillonne avec des pensées indésirables. Bien sûr, Arya a des petites amies. C'est un homme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce simple fait le ronge-t-il comme une plaie purulente? Son agacement éclate quand quelqu'un le plaque au sol. Lâche-moi. Mais la vraie bataille fait rage dans son cœur. La culpabilité pèse lourd sur les épaules du prince blond. Peut-être devrait-il s'excuser. Ses compagnons d'entraînement remarquent ses heures tardives, leur inquiétude est sincère mais ignorante de la tempête qui gronde en lui. Ils plaisantent sur son dévouement qui les fait paraître paresseux. S'ils savaient seulement la vraie raison pour laquelle ils ne trouvent pas la paix. Arya murmure qu'il va partir tôt, prétendant être malade. Mais deux silhouettes émergent des ombres comme des prédateurs flairant la faiblesse. Eh bien, n'est-ce pas le chien de garde du prince? Ils l'ont enfin attrapé seul. Le mépris dans leur voix coupe profondément, mais Arya les affronte avec des yeux défiants. La que enfrentaste explose en acción. Votre réputation de tueur de cerveaux se termine aujourd'hui, déclare-t-il avec une satisfaction venimeuse. Des vrilles vertes de magie fouettent l'air, tandis que la fille aux cheveux rouges sourit avec un plaisir tordu. Cela va être tellement amusant. Le dojo se transforme en champ de bataille de vieilles rancunes. Le prince Ozora lutte contre des chaînes invisibles de magie, ressentant leur poids écrasant. Les yeux de Sunny brillent de fascination devant les traits inhabituels du prince. Ils sont si jolis. Mais la beauté devient une cible alors que la pression magique se resserre comme un nœud autour de la gorge d'Ozora. Le pouvoir a un prix. Le guerrier blond se déplace avec une grâce létale, tirant son adversaire et le plaquant contre le poteau en bois. « Désolé, je ne combats normalement pas les femmes », admet-il avec une chevalerie réticente. Mais je n'ai pas vraiment le choix ici. Son ennemi halète d'incrédulité. Comment un humain peut-il posséder une telle force monstrueuse? Des débris volent alors qu'Arya maudit son sort. Mince. La femme aux cheveux rouges se jette dans la mêlée avec un enthousiasme sauvage. Volunteers. Une épée brille dans la faible lumière, promettant la violence. Le dojo résonne avec le choc de l'acier et le tonnerre d'une destinée imminente. Le sabreur blond brise son arme avec une autorité décisive. Le prince. La reconnaissance suscite peur et respect. Ozora. Tu ne peux pas te faire battre sans ma permission, idiot. Même en crise, leur lien brille à travers les plaisanteries. Protection et affection enveloppées d'irritation moqueuse. L'urgence crépite dans l'air. Les gardes rôdent à l'extérieur, il doit finir cela avant d'être découvert. La fille aux cheveux rouges se moque du beau chien de garde, tandis que les ombres dansent avec une intention mortelle. A trape. Une arme vole à travers l'obscurité illuminée par la lune, alors que les alliés coordonnent leurs coups désespérés. Le guerrier blond fait preuve d'une agilité fluide, sautant et se faufilant à travers le dojo comme un éclair liquide. Sa cape flotte derrière lui alors qu'il brandit son arme avec une précision maîtrisée. Non. Le choc de son adversaire résonne à travers la salle d'entraînement alors que la mort danse sur le fil de la lame. Cet idiot ne lâchera pas ma vigne. La frustration déborde en une action brutale. Un coup puissant se connecte avec une force dévastatrice, BAM, envoyant le combattant musclé titubé. La fille aux cheveux rouges halète d'horreur alors qu'une arme brille avec une promesse malveillante. La violence engendre la violence dans cette danse ancienne. Arit. Le cri désespéré de la femme à cornes perce le chaos alors que la mort plane à quelques centimètres. Sa main s'étend dans une intervention futile tandis que le nom d'Ozora déchire des lèvres inquiètes. Le sabreur se déplace avec un but inexorable, sa cape flottant comme un sombre présage. Certains moments se tiennent sur le fil du couteau de l'éternité. Qu'est-ce que c'est? Le choc du prince Ozora explose alors que de forts bras le tirent du danger. Sunny le porte comme une cargaison précieuse, sautant par-dessus les obstacles avec une désespérance protectrice. Leurs cœurs battent à l'unisson, ouf, ouf, alors qu'ils partagent un moment de connexion haletante. La sécurité se trouve dans des endroits inattendus. Le ballet aérien du combat continue alors que le blond exécute un coup de pied volant parfait. Sa cape flotte derrière lui comme une bannière de guerre. Ozora. Le nom résonne avec inquiétude et reconnaissance. Qu'est-ce que c'est? La confusion perce l'adrénaline alors que les alliances se brouillent dans la chaleur de la bataille.
De forts bras attrapent le prince tombant dans un moment qui transcende le combat. Leur visage à quelques centimètres, le temps se cristallise en battements de cœur, BADUM. Le guerrier musclé garde son précieux fardeau près de lui, respirant lourdement d'effort et d'émotion. Ça va? L'inquiétude fait fondre les barrières entre eux. Des joues rougies trahissent des sentiments plus profonds alors que le blond balbutie son accord. Ta magie fait vraiment des siennes aujourd'hui, observe le guerrier aux cheveux sombres avec amusement. Des plans se forment à travers les plaisanteries, se séparer, s'occuper des adversaires. Mon nœud accent aigu PE. Même les armes abandonnent leur maître quand les cœurs sont distraits. La fureur de la fille aux cheveux rouges atteint son paroxysme. Grrr. Alors qu'elle est qualifiée d'ennuyeuse. Je ne suis pas ennuyeuse. Le prince Ozora proteste avec choc. Elle se déplace comme un tourbillon de rage, sa tenue sans manches révélant des muscles enroulés pour la destruction. Wesh. L'air lui-même devient son arme. La stratégie se cristallise dans l'esprit du blond alors qu'il saute à travers une lumière rosée. Je dois juste le tenir à l'écart jusqu'à ce que s'unisse Tuaria. Des pensées sombres cachées derrière un mouvement gracieux. Son adversaire note sa vitesse avec un respect croissant. Il est rapide. Mais la vitesse ne sauvera pas tout le monde. Sois un bon toutou et reste. La magie du vent de la fille crée une tempête de mépris. Des vrilles vertes s'enroulent autour du blond confiant, mais sa détermination ne faiblit jamais. Pense-t-elle vraiment que cela va m'arrêter? Se demande-t-il avec une froide détermination. Beau essai. La liberté appelle ceux qui refusent d'être enchaînés. L'acier tranche l'air alors que le guerrier à la peau foncée frappe avec précision. Amorous. L'alarme de la fille aux cheveux roses perce le chaos. Ça va? De fortes mains saisissent des jambes vulnérables alors que les corps se heurtent. Wah. Le champ de bataille devient un enchevêtrement de membres et de survie désespérée. La fureur aux cheveux rouges lutte avec son adversaire musclé, aucun ne cédant du terrain. Pourquoi t'en prends-tu à Arya? Demande le blond entre deux halètements. Jette de trouwerij. Vient la réponse sauvage. Puis une force invisible s'enroule autour de sa gorge comme un serpent de vengeance. La chasse a plusieurs prédateurs. Le désespoir pousse le guerrier aux cheveux sombres à plaquer son adversaire blond au sol en bois. Amari, nous avons besoin de lui vivant. Le commandement résonne avec une nécessité urgente. La respiration tendue remplit l'air alors que le captif lutte contre une force écrasante. CRAC. Même les armes trahissent leur but quand la miséricorde entre en conflit avec la mission. Le sang coule de la gorge blessée du blond alors qu'il serre la plaie avec des doigts tremblants. Ami. L'inquiétude du guerrier musclé l'emporte sur la pensée tactique. Tu perds tellement de sang. La fille aux cheveux rouges insiste pour qu'il continue le combat, mais la mort ne se soucie de rien en matière de vengeance. Parfois, la survie exige un retrait. Laisse-moi voir ton coup, ordonne le guerrier musclé avec une autorité douce. Le blond déglutit nerveusement, glup, alors que de fortes mains examinent sa gorge blessée. Leurs visages se rapprochent dangereusement, le souffle se mêlant dans l'air chaud du dojo. Les cœurs se souviennent de ce que les esprits essaient d'oublier. Ce n'est pas si grave, rassure le guerrier aux cheveux sombres avec une évaluation professionnelle. Ça va? Le même homme fatigué du blond porte un épuisement plus profond que les blessures physiques. Je leur ai dit d'attendre dehors. Même les princes ont parfois besoin d'être secourus. Laisse-moi aller les chercher. Mais une douce prise empêche le départ. La connexion transcende le devoir. Désolé de t'avoir crié dessus plus tôt, offre le guerrier aux cheveux sombres avec une sincère contrition. Ce n'est pas grave, vient la réponse gracieuse. Merci de m'avoir sauvé. Tu es juste comme le prince dans les contes de fées. La comparaison suscite un sourire charmant. Je jouerai le rôle si tu veux que je le fasse. Même les guerriers peuvent être de doux chevaliers. Qu'est-ce que c'est? Une figure sinistre avec des cornes et des cheveux noirs flottants observe le moment tendre avec un intérêt calculateur. Je vois comment c'est. La connaissance devient une arme alors que la scène se déplace vers un domaine opulent. Ces attaques de cerveau deviennent des occurrences quotidiennes, discutent les officiels avec une inquiétude croissante. La guerre s'approche de plus en plus à chaque lever de soleil. Bienvenue de retour, les garçons. Entrez et prenez un dîner. La chaleur familiale accueille les guerriers fatigués de la bataille. Merci, papa. Peut-être peux-tu leur dire d'arrêter de me suivre partout. Mais Vargas ne voit que le danger dans la liberté. 2 fois maintenant, ils ont eu l'occasion de tuer Ozora. Protection et liberté mènent une guerre éternelle. Ozora. Tu es enfin de retour.
Le soulagement inonde la voix de la femme aux cheveux sombres alors qu'elle accueille le prince de retour. « Es-tu en sécurité ? Je suis vivant, n'est-ce pas ? » Mais son choc en voyant le tigre massif révèle combien la sécurité existe peu. « Ne t'inquiète pas, Rocky est juste mon garde. » Même les animaux de compagnie deviennent des armes dans ce monde dangereux. Alors pourquoi grogne-t-il après moi? La question nerveuse du blond perce la tension avec un humour innocent. La reconnaissance de la princesse apporte une courtoisie formelle. C'est un honneur, princesse, tandis que le tigre massif se dresse comme une montagne poilue. Même dans les palais, les choses sauvages refusent d'être complètement apprivoisées. Ouais, et même à l'époque, j'étais meilleur que toi. La vantardise joueuse du blond suscite le feu compétitif de son ami aux cheveux sombres. Ne mens pas pour essayer d'impressionner Catalina. Veux-tu une revanche? Le défi flotte dans l'air comme des gantelets lancés. Seulement si ça ne te dérange pas de me voir t'embarrasser devant ta fiancée. L'amitié prospère sur la rivalité amicale. Tu es aussi dans des cours de combat. Arya? La question ouvre des portes vers des vérités plus sombres. Ouais, c'est mon destin. À Calavra, les orphelins peuvent être remis à l'armée en échange de nourriture et de logement. La dure réalité coupe plus profondément que n'importe quelle lame. Certaines survies se paient au prix même de l'enfance. Ne me regarde pas. Je n'ai pas inventé le truc des orphelins militaires. Des mots défensifs révèlent une honte plus profonde face à la cruauté systémique. Ça vaut mieux que de grandir dans les rues, rationalise Arya. De plus, je n'aurais jamais rencontré cet idiot si je n'étais pas en formation. Même l'obscurité peut donner naissance à une lumière inattendue. J'ai préparé du café, Apollo. Le personnage à cornes contemple la relation étrange entre le prince et le roturier autour de tasses fumantes. Le prince et cet ami, à lui. Arius. Leur relation est étrange. Peut-être qu'il aime juste se battre. Mais certains liens sont plus profonds que l'acier et le sang. Si c'était le cas, cela ferait une situation très intéressante. Le sourire d'Apollo promet des révélations dangereuses. Ne serait-ce pas amusant de le découvrir? Mais Miko remet en question son obsession pour les relations personnelles par rapport à leur mission. Les secrets du cœur deviennent des armes politiques entre des mains habiles. Fais ce que je dis sans question. L'autorité ne tolère aucune dissidence dans la pièce faiblement éclairée. D'accord. Je suis désolé. La soumission du garçon vient enveloppée de dévotion. Je ferai n'importe quoi pour toi. La loyauté devient à la fois un bouclier et une chaîne, alors que la scène se transforme en grandeur royale et en complot chuchoté. Pourquoi permets-tu à ce garçon de passer autant de temps ici? Vargas remet en question la présence d'Arya avec un dédain aristocratique. Ce garçon? Le terme désinvolte tranche comme une lame sociale. Les gens comme ça ne doivent pas être dignes de confiance autour des objets de valeur. La guerre des classes déguisée en préoccupation protectrice. Il peut se battre. Je lui accorde ça. Un respect réticent combat les préjugés enracinés. Cela ne veut pas dire qu'il devrait errer dans le château sans supervision. Vargas voit le danger même dans l'amitié. Ozora ne devrait pas avoir d'amis proches. Cela met toute notre famille en danger. L'amour devient une responsabilité dans le calcul du pouvoir. Même en épousant un. La pensée incomplète pèse lourd avec un traumatisme passé. Mes excuses, frère. Le regrets colore l'excuse formelle. Je ne veux pas déshonorer les morts. Mais la détermination se durcit en acier. J'irai protéger notre royaume. Certains prix exigent tout. Si Arya devenait une menace, le conditionnel devient une prophétie de malheur. S'il apprenait le secret d'Ozora, la paranoïa empoisonne chaque amitié. Oui, nous avons nos moyens de protéger le secret d'Ozora, n'est-ce pas? L'accord scelle un pacte tacite écrit dans les ombres et le sang. On dit que la reine a commencé à accoucher. Les servantes chuchotent d'un accouchement prématuré, tandis que le sang tache des draps immaculés. C'est un peu tôt, n'est-ce pas? Mais le timing importe moins que le sexe. Tout ce qui compte, c'est que ce soit un prince. La vie et la mort dansent sur le fil tranchant de la succession royale. Il n'y a pas de mots. Vous avez nos plus sincères condoléances. La mort visite les chambres royales alors qu'une femme blonde repose épuisée dans des draps blancs. Personne n'entre ni ne sort de cette pièce. Apollo commande avec une autorité de fer. Le secret devient survie quand les royaumes sont en jeu. Notre royaume a besoin d'un prince issu du mariage principal. La politique dévore le chagrin alors que les frères complotent dans l'ombre. Pleure-la plus tard. Le destin du royaume dépend de l'action que nous prenons maintenant. Pour le royaume, ce bébé est un garçon.
La vérité devient la première victime de la nécessité royale. Non. Le choc explose face à l'audacieuse commande. Préparez une annonce. La reine est décédée pendant l'accouchement, mais heureusement, un prince est né. Les mensonges deviennent doctrine officielle. Les infirmières qui ont été témoins de la naissance. Tuez-les toutes. Le silence acheté avec le sang innocent. Quel enfant charmant, ne pleure presque pas. Le nouveau-né repose paisiblement dans de fortes bras, inconscient de la tromperie mortelle entourant sa naissance. Ozora. C'est le nom que Sirena voulait. Même dans la mort, l'amour d'une mère résonne à travers l'identité de son enfant. Certains héritages transcendent la tombe. J'ai hâte de notre fête samedi. Une joyeuse anticipation remplit la pièce luxueuse alors que les amis planifient des célébrations. Attends juste de voir les tenues que j'ai faites. Les thèmes blancs et or promettent élégance, tandis que de jeunes cœurs rêvent de moments parfaits. Un peu de bonheur existe malgré les ombres. Tout le monde se souvient toujours de l'anniversaire de mon frère, mais oublie le mien. La mélancolie de Célia révèle le coup de partager une célébration avec l'anniversaire de la mort. J'aimerais pouvoir avoir ma propre fête. Mais l'amitié offre du réconfort. Nous pouvons avoir une soirée pyjama ce soir-là. Pas de garçons autorisés, sauf les jolis tigres. En parlant de garcons. You. Arya a-t-il une petite amie? La curiosité timide révèle des sentiments plus profonds, alors que la jalousie colore des questions innocentes. Je suis un peu jalouse de la proximité entre lui et Ozora. Le cœur veut ce qu'il ne peut nommer, tandis que les amis naviguent dans les eaux dangereuses du désir non exprimé. Ozora doit se sentir si seule. Des cœurs compatissants élaborent des plans romantiques, tandis qu'une amie confesse sa stratégie pour collectionner les hommes comme des trophées. Peut-être qu'Arya peut être ton petit ami. Comme ça, je peux passer plus de temps avec Ozora. L'amour devient un jeu de cœurs musicaux où chacun espère trouver son match parfait. Dans les quartiers luxueux d'Arya, l'atmosphère compétitive est électrique. Arya frappe son poing avec frustration, une autre défaite écrasante au domino brûlant son orgueil. Son ami peine à contenir son rire, trouvant un amusement sans fin dans les réactions explosives d'Arya. Mais sous les plaisanteries, quelque chose de plus profond se réveille. Arya se penche en avant avec ce sourire caractéristique, sa voix tranchant à travers la tension comme une lame. La question sans réponse d'avant, il est temps d'aborder ce qui reste en suspens. La conversation prend un tournant brusque alors qu'Arya refuse de laisser tomber. Son cadre musclé se penche en avant, ce sourire confiant ne quittant jamais son visage alors qu'il insiste sur le sujet. La fausse victoire brûle encore dans sa poitrine, la charité n'était jamais ce qu'il voulait. Son compagnon lève les yeux au ciel, mais il y a quelque chose d'électrique dans l'air entre eux. La déclaration d'Arya tranche à travers toute prétention. La seule personne avec qui il aime vraiment se battre est assise juste à côté de lui. Même quand son ami prétend détester leur match d'entraînement. Arya s'allonge avec une confiance décontractée, ses mots portant un poids au-delà de leur session d'entraînement. Ce n'est pas une question de combat ou d'entraînement, quelque chose de plus profond le pousse. La question curieuse de son compagnon flotte dans l'air parfumé de la pièce du palais. Puis Arya délivre le coup qui change tout. Son défi taquin. Tu as vraiment besoin que je te l'explique? Envoie des ondes de choc à travers son ami. La réaction troublée du blond en dit long. Certaines vérités n'ont pas besoin de mots. L'anxiété du blond rayonne à travers la chambre opulente. Pourquoi Arya le fixe-t-il comme ça? L'intensité dans ses yeux sombres fait battre son cœur pour des raisons qu'il ne comprend pas. Arya tranche à travers les jeux avec une brutalité honnête. Il veut le protéger. Il doit rester plus fort. Mais protection contre quoi? La vulnérabilité dans l'expression troublée du blond révèle à quel point il est mal préparé pour cette conversation. À quel point il est mal préparé pour des sentiments qu'il ne reconnaît pas. La frustration explose d'Arya alors qu'il domine Ozora, exigeant des réponses. Pourquoi Ozora ne peut-il pas voir ce qui est juste devant lui? L'accusation pique, être traité de danse alors que les émotions tourbillonnent juste sous la surface. La prise d'Arya sur l'épaule d'Ozora est possessive, urgente. Sa question va droit au cœur de tout. Penses-tu que je traite mes autres amis de cette façon? Le son des cœurs battants remplit l'air. Certaines limites sont sur le point d'être franchies. L'intimité s'abat sur eux comme une vague. La main d'Arya caresse le visage d'Ozora avec une douceur surprenante, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Le murmure confus du blond, que se passe-t-il en ce moment? Résonne à travers l'atmosphère chargée. La question répétée d'Arya martèle la vérité. Ce n'est pas ainsi qu'il traite les autres. Le battement de cœur s'intensifie, le temps suspendu dans ce moment de révélation. Aucun d'eux ne peut nier ce qui se construit entre eux. Le monde se réduit à l'espace entre eux. Arya se penche plus près, son toucher électrique contre la peau d'Ozora. Des yeux grands et surpris reflètent un mélange de confusion et de quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne veut nommer. Le son des cœurs battants devient assourdissant.
Puis la réalité s'écrase avec une force violente. Des coups forts brisent leur bulle intime. La voix de Célia appelle Ozora, rompant le sort juste au moment où tout était sur le point de changer pour toujours. La panique envahit Ozora alors qu'il frappe contre la porte verrouillée. Pourquoi ne s'ouvre-t-elle pas? Derrière lui, Arya observe avec une tension à peine contenue, le moment interrompu brûlant encore entre eux. Lorsque la porte cède enfin, Célia les accueille dans une élégante tenue rouge qui attire l'attention. Son acknowledgement enjoué d'Arya, remarquant à quel point il est beau, ajoute une couche de complexité. La suggestion d'aller chercher Catalina semble à la fois une salvation et une torture. Arya passe sa main dans ses cheveux, la frustration émanant de chaque muscle. Qu'est-ce qui vient de se passer? La question brûle dans son esprit alors qu'il passe à la splendeur opulente de la salle à manger. Autour d'eux, la soirée se dissout dans le chaos. Des joueurs trop ivres pour se concentrer, trop distraits pour se soucier. Célia boit directement à la bouteille, tandis que Catalina observe les débris. Alors que le couvre-feu approche, Arya envisage l'évasion. Parfois, les conversations les plus importantes sont celles qui sont interrompues. L'ivresse enjouée de Célia remplit la pièce de rire et de chaos. Elle s'appuie contre Arya avec une confiance ivre, insistant pour qu'elle puisse prendre plus de vin alors qu'elle est clairement au-delà de sa limite. Sa suggestion flirt qui l'accompagne au lit attire des regards exaspérés des autres. La manière attentionnée dont Arya la soutient révèle sa nature protectrice, même lorsqu'elle proteste contre la rigueur de son frère. Quand elle finit par dire au revoir, les tensions de la nuit restent non résolues. La soirée se termine par des adieux doux et une tension persistante. Arya offre ses adieux avec cette chaleur familière, mentionnant le rassemblement de samedi. Mais alors qu'il s'éloigne dans le couloir faiblement éclairé, quelque chose change. L'humeur s'assombrit dramatiquement. Un texte audacieux et menaçant déclare la gravité de la situation. C'est mauvais. Les nuages s'accumulant au-dessus semblent faire écho à ce sentiment de présage. Très, très mauvais en effet. Quelle tempête se prépare juste au-delà de leur conscience. Dans la chambre magnifiquement décorée de Célia, Catalina et Ozora partagent des observations légères sur la consommation d'alcool de Célia. Le commentaire de Catalina sur la drôle de sœur d'Ozora apporte un moment de légèreté aux tensions de la soirée. Lorsqu'elle lui demande de l'accompagner à sa chambre, il y a une hésitation dans sa voix. Une réticence qui parle de conflits plus profonds bouillonnant sous la surface. Même les demandes simples semblent chargées de complications après ce qui a failli se passer avec Arya. Alors qu'ils marchent dans les couloirs élégants, la question de Catalina sur les habitudes de consommation d'alcool de Célia semble assez innocente. Ozora explique que ce soir était inhabituel. Célia a exagéré. Le commentaire mélancolique de Catalina sur le fait d'être enfant unique ajoute une note touchante à leur conversation. Mais ensuite, quelque chose change. Un bruit de grondement bas résonne dans le couloir. Le tigre au bout du couloir les fixe avec un regard intense qui fait frémir la peau d'Ozora. Pourquoi le regarde-t-il comme ça? De retour dans une autre chambre, l'énergie flirte de Célia continue alors qu'elle cherche de l'aide pour choisir des pyjamas. Son insistance enjouée que seule son opinion compte révèle des sentiments plus profonds cachés sous son attitude décontractée. Lorsqu'elle modèle un ensemble rose, son commentaire désinvolte sur le confort plutôt que l'apparence montre sa nature pratique. Sa suggestion de lui montrer les options le fait rapidement décliner. Son orientation douce vers la tenue bleue reflète sa nature attentionnée, même en déviant ses avances. Le compliment frappe comme un éclair. Sa réaction rougissante et écarquillée à être qualifiée de jolie révèle combien ces mots comptent pour elle. Son recul immédiat. « Attends, je ne le pensais pas comme ça », montre sa propre confusion sur les limites et les sentiments. Le ciel nocturne au-dessus semble refléter l'immense incertitude qui se répand entre eux. Dans ses chambres privées, l'acte décontracté de changer de vêtements prend une nouvelle signification. Chaque geste simple semble chargé de complications non dites. Seul avec ses pensées, Ozora lutte pour donner un sens aux mots d'Arya. La confession le touche profondément. Il n'aime se battre contre personne, mais il détruirait volontiers quiconque menace Ozora. Cette protection possessive parle de quelque chose au-delà de l'amitié. Le reflet d'Ozora dans le miroir l'oblige à affronter la question impossible. Arya pourrait-il réellement l'aimer romantiquement? La simple pensée fait trembler ses mains alors qu'il touche son propre visage, se souvenant du toucher doux d'Arya. Le souvenir brûle vif et terrifiant. Il semblait qu'Arya allait l'embrasser, la pensée l'excite et le terrifie. Son esprit rationnel se bat, insistant qu'Arya ne l'aime pas, qu'il a toujours préféré les filles. La rationalisation désespérée, il ne faisait que se moquer de moi, résonne creux même à ses propres oreilles. Sa dernière pensée défensive. Ce n'est pas comme si je voulais l'embrasser de toute façon, révèle le mensonge qu'il se raconte. Quelque chose ne va définitivement pas chez lui. La nuit apporte des visiteurs inattendus. Des coups énergiques résonnent à travers le bâtiment vintage alors que quelqu'un appelle Arya. La voix enthousiaste porte une proposition ludique. Tu veux t'amuser? Une femme aux cheveux foncés jette un coup d'œil curieux, sa chemise rose captant la lumière de la lune.
L'atmosphère pulse d'énergie flirte alors que la nuit promet de nouvelles complications. Mais toutes les propositions ne sont pas les bienvenues. Sous des cieux sombres et nuageux, les coups persistants continuent. Le grand bâtiment se dresse illuminé contre la nuit comme un phare. Lorsque la femme aux cheveux bruns ondulés répète son invitation à s'amuser, la réponse d'Arya est rapide et brutale. Non merci. Son refus catégorique tranche à travers toute notion romantique qu'elle aurait pu avoir. Parfois, les réponses les plus claires sont les plus douloureuses. La tension flotte dans l'air comme les nuages orageux au-dessus. La porte grince en s'ouvrant, révélant une tension croissante. Ces questions insistantes sur le fait qu'il voit quelqu'un touche trop près du cœur pour le confort d'Arya. Son déni rapide, je ne le fais pas, semble défensif, presque trop rapide. Lorsqu'elle insiste sur pourquoi il ne veut pas passer du temps avec elle, son honnêteté brutale frappe fort. Je ne veux tout simplement pas. Cela devrait être une raison suffisante. L'expression blessée sur son visage révèle à quel point son rejet fait mal. La déclaration finale d'Arya frappe comme un coup physique. Non. En fait, ne viens plus ici. La porte se ferme avec une brutalité définitive, la laissant choquée et dévastée. Dans le calme qui suit, Arya est allongée dans son lit, regardant vers le haut avec des pensées troublées. Des images d'autres jeunes hommes défilent dans son esprit, des souvenirs et des connexions qui expliquent son rejet. La vérité qu'il ne peut pas exprimer pèse lourd dans l'obscurité. Dans les couloirs brillamment éclairés du grand manoir, la frustration d'Ozora atteint un point d'ébullition. Sérieusement. Il ne peut même pas accéder à la bibliothèque? Les excuses formelles du garde offrent peu de réconfort. Le roi Ulrich a ordonné le verrouillage de tout l'aile. Moins de points d'accès pour Sergo signifie une sécurité plus stricte, mais aussi des restrictions étouffantes. Lorsque la princesse Elara apparaît, cherchant Ozora pour un rendez-vous, les directions utiles du garde l'envoient dans le couloir. Mais Ozora planifie déjà son propre itinéraire. Le désespoir pousse Ozora à des mesures désespérées. Merde, 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 murmure-t-il en cherchant l'entrée cachée de la bibliothèque. C'est la dernière chose qu'il veut faire en ce moment, mais la connaissance l'appelle. Dans le couloir en pierre, il s'approche de l'étagère, essayant de se souvenir de quel livre déclenche le mécanisme. Ses doigts trouvent le bon volume, et avec un clic satisfaisant, l'étagère s'ouvre. Parfois, la connaissance la plus dangereuse nécessite les risques les plus dangereux. QOI. L'exclamation choquée d'Ozora résonne à travers la chambre cachée alors qu'il découvre qu'il n'est pas seul. Derrière l'étagère, une fille en robe violette élégante se prélasse avec un homme bien bâti en rouge foncé. Leur position intime suggère que cet espace secret a servi à des fins au-delà de la recherche. La réponse surprise de l'homme « V votre Altesse » révèle leur reconnaissance du statut royal d'Ozora. Certains secrets ont une façon de se heurter à d'autres secrets. La tension crépite alors que la femme aux cheveux foncés en bordeaux exprime son agacement. « Merci d'avoir ruiné mon plaisir ». Son attitude décontractée suggère que cette interruption est plus gênante que choquante. La référence souriante du garçon blond au jeu d'enfance de cache-cache révèle une histoire partagée entre eux. Lorsqu'elle questionne comment il a trouvé cette entrée secrète, les dynamiques de pouvoir changent. Sa demande de discrétion, « Tu ne m'as pas vu », suggère des secrets mutuels à protéger. Le soulagement envahit la jeune femme alors qu'elle échappe à la poursuite de Catalina, expirant profondément dans le grand couloir du manoir. Sa conversation avec le jeune homme blond révèle une frustration partagée concernant les projets de mariage de leur père. Leur incrédulité face au mariage arrangé crée un lien inattendu. Tous deux pensaient qu'elle serait celle mariée. Le poids du devoir royal et de la production d'héritiers pèse sur leur conversation comme un nuage suffocant. Devant un portrait de leurs parents, les frères et sœurs partagent un moment de réflexion mélancolique. Le couple peint, un homme noble aux cheveux sombres et leur belle-mère blonde, veille sur leur conversation. Le commentaire de la fille sur la beauté de leur mère apporte une tristesse nostalgique. Lorsqu'on lui demande des souvenirs, sa réponse honnête frappe fort. Elle n'avait que 2 ans lorsque leur mère est morte. Le poids de la perte qu'ils n'ont jamais vraiment vécue façonne encore leur vie. La défense passionnée de Célia perce l'air comme une lame. Ozora, ne dis pas ça. Tu ne la laisses pas tuer. Son insistance urgente révèle la culpabilité qui hante son frère, un fardeau porté depuis la naissance. La conversation se déplace vers un terrain plus léger, alors qu'elle exprime son envie de sa couleur de cheveux héritée. Personne d'autre ici n'a les cheveux aussi clairs. Son souhait de les voir aussi longs que ceux de leur mère révèle la beauté qu'elle voit dans ce qu'il considère comme une malédiction. La négociation autour de la porte secrète révèle des insécurités plus profondes. Le refus d'Ozora découle de la peur. Il fait déjà face à suffisamment de critiques pour apparaître féminin. Mais la promesse de discrétion de Célia et sa demande d'accès, partagée à l'espace caché, créent une alliance précaire. Sa suggestion enjouée d'amener Arya dans leur espace secret déclenche son rejet vif. Arya n'est qu'un ami, insiste-t-il. Va baver sur quelqu'un d'autre. Mais son ton défensif suggère le contraire. Il y a 9 ans, la salle d'entraînement bourdonne d'énergie juvénile et de coups impressionnants. Puis tout change.
Le roi Calavra entre avec une présence imposante, sa tenue royale et sa cape flottante exigeant un respect immédiat. À ses côtés se tient un petit garçon aux cheveux clairs, son fils. L'annonce de l'instructeur concernant leur élève très spécial crée des vagues d'excitation et d'admiration parmi les jeunes stagiaires. Le chaleureux accueil du roi tente d'apaiser les tensions, mais la présence royale change toujours tout. L'introduction formelle du roi Calavra résonne à travers l'établissement d'entraînement. « Voici mon fils, Ozora. Il a 9 ans. » Les mots simples portent un poids énorme. Un prince parmi les roturiers, un privilège au milieu de la lutte. Un garçon aux cheveux sombres observe avec une contemplation sérieuse, peut-être reconnaissant le fossé entre leurs mondes. La transition efface sévère, il y a 9 ans renforce comment ce moment a façonné tout ce qui a suivi. Certaines présentations changent le cours de vies entières. L'entraînement continue avec des garçons engagés dans des combats acharnés, des coups fendant l'air dans l'établissement en bois lumineux. La présence impressionnante du roi Calavra domine la scène. Sa tenue violette et dorée avec une cape dramatique le marque comme un véritable roi. Son introduction chaleureuse tente de normaliser la situation, mais des murmures de reconnaissance ondulent à travers la pièce. Roi Calavra. Le prince. Leur incrédulité excitée révèle à quel point ce moment est véritablement sans précédent. Le sang royal parmi les roturiers crée toujours une tension électrique. Le discours du roi souligne la gravité de cet arrangement. Ozora nécessite la meilleure formation possible, et ses garçons, les futurs soldats de leur royaume, représentent le parfait groupe pour son développement. Le jeune Ozora de 9 ans se tient à côté de son père imposant, ses cheveux blonds en désordre et son expression anxieuse le faisant sembler plus petit que son statut royal ne le suggère. Les autres garçons échangent des regards, certains intrigués, d'autres prudents. Comment traiter un prince comme un simple camarade de classe? Une énergie nerveuse remplit la salle d'entraînement alors que les garçons luttent avec les protocoles de partenariat. L'anxiété du garçon aux cheveux argentés d'être près d'Ozora reflète la peur de tout. Et s'il blessait accidentellement le fils du roi? La prison semble être une possibilité réelle. Mais une voix tranche à travers leurs préoccupations lâches, les appelant pour leur peur. La figure autoritaire, avec son « vous êtes tous des poules mouillées », les force à affronter leur lâcheté. Parfois, le courage nécessite un coup de pouce. Ozora trouve son partenaire dans le grand garçon musclé aux cheveux sombres qui ne montre aucune peur des conséquences royales. Leur entraînement commence avec un respect mutuel. Tu es prêt? Ways. Lorsqu'Ozora esquive un coup avec une agilité impressionnante, les éloges surpris de son partenaire révèlent une reconnaissance sincère de ses compétences. Les échanges faciles sur l'avertissement avant les mouvements montrent leur chimie naturelle. Alors que d'autres craignent de s'associer à un prince, ce garçon ne voit que du potentiel. Parfois, les meilleurs partenariats se forment sans protocoles royaux. L'entraînement s'intensifie alors que des questions de privilèges émergent. Le défi sarcastique du garçon aux cheveux sombres. Dois-je te ménager juste parce que tu es un prince? Touche au cœur de leur dynamique. Lorsqu'Ozora porte un coup solide, l'effet sonore wham souligne l'impact. L'observation de son adversaire sur le fait de ne même pas essayer d'esquiver révèle un problème plus profond. Se perdre pendant le combat. Le titre royal ne signifie rien si tu ne peux pas te concentrer sur le combat. La réaction explosive d'Ozora. Tu es un idiot. Transforme l'entraînement en quelque chose de plus personnel. Le plaquage au sol montre sa détermination féroce à prouver sa valeur au-delà de son statut royal. Les effets sonores wham, YNK et slam capturent l'énergie chaotique alors que la fureur de 9 en prend le contrôle. L'intervention d'un garçon plus âgé, garçon, arrêté, tente de rétablir l'ordre. Mais certaines leçons ne peuvent être apprises que par la confrontation physique. Parfois, un prince doit se battre de manière sale pour gagner le respect. Dans les suites, les tensions mijotent alors qu'ils sont assis sur le sol en bois. Les taquineries du garçon aux cheveux sombres sur les problèmes de colère touchent près du cœur, mais le déni d'Ozora sonne creux. Sa critique frappe plus fort. Si tu ne te bats qu'avec des gens qui te ménagent, l'amélioration devient impossible. Les grandes fenêtres de la salle d'entraînement portent un jugement sur leur échange passionné. Le mélange de plaisanterie et de critiques sérieuses révèle les fondements d'une amitié complexe bâtie sur des défis mutuels. Le soupir contemplatif d'Ozora révèle sa surprise face à la réticence des autres à s'engager avec lui. La reconnaissance que les enfants ont peur de son père ouvre une fenêtre sur son monde isolé. Lorsqu'on lui demande s'il a peur aussi, son simple « non » en dit long. Le grand garçon à ses côtés représente quelque chose de rare, quelqu'un qui voit au-delà de la couronne pour atteindre la personne en dessous. La lumière naturelle filtrant à travers les fenêtres de l'établissement d'entraînement illumine ce moment de connexion authentique. Les conséquences de l'entraînement apportent des soins inattendus. Du sang sur leur visage, la lèvre d'Ozora, le nez de son partenaire, marquent leur respect mutuel gagné au combat. L'inquiétude du garçon aux cheveux sombres concernant la lèvre qui saigne montre une douceur sous son extérieur dur. Son offre de trouver de longs gants révèle la nature attentionnée qui définira leur amitié. Parfois,
Les liens les plus forts se forment lorsque les guerriers soignent les blessures des autres après s'être prouvés au combat. Dans le centre d'entraînement lumineux, les blessures mutuelles deviennent des insignes d'honneur. L'acknowledgement enjoué d'Arya sur son nez, qui saigne, montre son acceptation de leur échange égal. Les excuses réticentes d'Ozora pour le coup portent un véritable remords, tandis que les remerciements gracieux d'Arya révèlent son caractère. Lorsqu'Arya donne son nom et exprime son enthousiasme à voir Ozora dans leur classe, une amitié est officiellement née. Parfois, les meilleures relations commencent par un bon combat et du sang honnête. Le présent arrive avec des vues montagneuses et des conversations omineuses. Dans leur chambre rustique et confortable, deux figures se prélassent au lit alors que des plans plus sombres se déroulent. L'expression sérieuse du garçon aux cheveux foncés accompagne la nouvelle de leur mission. Le seigneur Hyrus veut qu'ils éliminent Arya. Amari et Sunny ont échoué, laissant cette tâche à eux. La réponse frustrée du garçon aux cheveux argentés, concernant le nettoyage des échecs des autres, révèle le fardeau des échecs hérités. Leur cadre intime contraste fortement avec la violence qu'ils prévoient. La conversation se tourne vers la stratégie et la frustration. La suggestion de capturer Arya avec le prince ajoute un avantage tactique à leur mission. Mais l'épuisement du personnage aux cheveux foncés se fait sentir. Il en a assez d'entendre parler du prince tout le temps. La question impatiente de son partenaire touche au cœur. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'enlever déjà? Le contraste entre leur chambre cosy et cachée et le vaste paysage montagneux à l'extérieur souligne l'ampleur de leur jeu mortel. Dans leur chambre faiblement éclairée, les plans se cristallisent autour de l'élimination et du divertissement. L'agacement de la blonde Miko concernant le nettoyage des échecs des autres rencontre la confiance calme de son partenaire à propos de leur mission. Leur discussion sur la capture d'Arya avec le prince révèle la réflexion tactique derrière leur mission. La fascination de l'homme aux cheveux foncés pour leur cible, les qualifiant d'amusantes, suggère que ce travail offre plus que du simple devoir. Parfois, la chasse devient plus intéressante que la proie. L'avance flirt de Miko rencontre la patience stratégique alors que son partenaire explique leur timing. Ils doivent attendre que le mariage du prince soit finalisé avant de frapper. La confusion de Miko à propos de trouver du divertissement dans « un riche gamin gâté et son petit ami secret » montre son manque de compréhension. Mais la fascination de son partenaire est plus profonde. Toucher le riche gamin le captive. La question sur l'apparence juvénile du prince ajoute une couche supplémentaire à leur intérêt tordu pour leur cible. Le moment change alors que des préoccupations pratiques interrompent leur échange intime. L'irritation de l'homme aux cheveux foncés à propos de Miko qui parle se dissipe dans l'urgence. Marlborough est de retour. Le besoin de partir devient immédiat, leur lit confortable se sent soudainement exposé. La tension de leur mission secrète revient au premier plan. Certaines conversations doivent se terminer avant d'avoir vraiment commencé, surtout lorsque le devoir appelle avec un timing aussi dangereux. Dans la cellule de prison faiblement éclairée, le désespoir rencontre la cruauté derrière les barres de fer. La question de l'homme à la barbe concernant le sauvetage révèle leur espoir déclinant. Personne ne sait où se trouve la base Sergo. Mais des nouvelles pires suivent. Personne n'est resté pour les sauver de toute façon. L'accusation d'avoir détruit leur royaume entier et la plupart de ses habitants montre l'ampleur de la dévastation. Lorsque l'un des prisonniers lève la main, une lumière brillante éclate de sa paume. La magie coule encore, même en captivité. Apollo se tient défiant malgré sa blessure visible à l'épaule, ses cheveux tressés et ses yeux bleus reflétant un esprit intact. La fureur de l'homme à la barbe explose alors qu'il agrippe le col d'Apollo, l'appelant traître et martyr pour les humains. Le défi sarcastique d'Apollo. « Qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer ?» montre sa défiance intrépide. Son rappel que Hyrus n'approuverait pas ajoute une réflexion stratégique à son courage. Lorsque la figure d'autorité ordonne la libération, les dynamiques de pouvoir changent dans l'atmosphère froide de la prison. Dans le couloir de pierre éclairé en violet, deux figures marchent ensemble alors que le passé et le présent se heurtent. L'homme à la peau foncée avec des cheveux tressés fait face à des questions sur le fait de commencer des problèmes lors de son premier jour de retour. Sa défense concernant le garde qui provoque les humains révèle ses instincts protecteurs. La question pointue de l'homme aux cornes touche profondément. Pensais-tu vraiment que tu pouvais te cacher pour toujours? L'observation sur le fait de prétendre être humain suggère une identité cachée enfin exposée. Certaines mascarades ne peuvent durer que si longtemps. In the purple-lit stone corridor, two figures walk together as past and present collide. The dark-skinned man with braided hair faces questioning about starting trouble on his first day back. His defense about the guard antagonizing humans reveals his protective instincts. The horned man's pointed question cuts deep. Did you really think you could hide forever? The observation about pretending to be human suggests a hidden identity finally exposed. Some masquerades can only last so long. Dans la lueur mystique violette de cette chambre cachée, les dynamiques de pouvoir changent comme des ombres. Le demi-sourire de la figure cornue porte une admiration dangereuse alors qu'il s'émerveille des incroyables capacités de guérison de Mar. Mais ce qui surprend tout le monde, la révélation que ces cornes ne sont pas permanentes. Elles peuvent être coupées et repoussées à volonté.
Mar se tient sur ses gardes, bras croisés, sachant que cette démonstration de régénération révèle bien plus que prévu. Puis une ombre tombe sur la pièce. Marlborough. Le nom flotte dans l'air comme une sentence de mort. Derrière les barres froides de la prison, passé et présent se heurtent avec une brutalité honnête. Le seigneur aux cheveux argentés, aux traits félins, parle avec une froideur glaçante de 5 années de vie cachée. 5 ans parmi les humains dans les âges bureaux. Mais voici le retournement qui glace le sang de Mar. Irus, c'est pour sa femme. Le masque protecteur se brise instantanément. Seigneur Irus, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Le désespoir dans sa voix résonne contre les murs de pierre. Certains secrets ne peuvent pas rester enfouis pour toujours. Le prédateur révèle sa vraie nature avec un charme troublant. Cheveux pâles, cornes de chèvre, tenue sombre luxueuse. Cette figure irradie une autorité dangereuse. Ses mots dégoulinent de faux réconfort alors qu'il tient Marlborough près de lui. Je ne prévois pas de te nuire, tant que tu respectes toutes mes exigences. Les pouvoirs de guérison qui rendent Marlborough inestimable sont devenus sa prison. Chaque toucher doux porte une menace tacite. Dans ce jeu de contrôle, la conformité n'est pas optionnelle, c'est la survie. L'ultimatum tranche à travers le couloir de pierre comme une lame. Si tu ne m'obéis pas, je me débarrasserai de ta femme. 4 mots qui brisent toute illusion de choix. Le simple « oui » de Marlborough porte le poids de la reddition absolue. Maintenant vient le test immédiat. Sunny et Amar sont blessés par des mains humaines, nécessitant son toucher de guérison interdit. La satisfaction du seigneur aux cheveux blancs est palpable. Mais alors que des nuages s'amoncellent au-dessus, le temps lui-même commence à changer, 18 ans dans le passé. La pluie martèle les murs du château alors que l'histoire se déroule dans la grande salle de négociation. 5 représentants humains. 2 délégués Sergo. La figure cornue dans son manteau sombre se tient comme l'incarnation de l'autorité à côté de son compagnon musclé. Mais il y a une absence criante qui menace tout. Le roi Calavra, le souverain de l'un des plus grands empires de l'humanité, n'est pas là. Sa reine est en train d'accoucher, et les représentants deviennent agités. La paix peut-elle être forgée sans le roi humain le plus puissant à la table? La frustration déborde dans la chambre ornée alors que les enjeux deviennent cristallins. L'inquiétude de l'homme barbu concernant la succession royale révèle la vérité brutale. L'exil attend les rois qui ne peuvent pas produire d'héritier mâle. La colère du délégué cornu éclate. Ils ont voyagé à travers les royaumes pour ce sommet, seulement pour être écartés à cause d'une naissance? La déclaration de la figure aux cheveux argentés tranche. Aucune naissance n'est plus importante que la réconciliation de nos races. Alors que la tension atteint son point de rupture, la décision devient inévitable. Il est temps de partir. La guerre menace de tout consumeur alors que les menaces s'échangent comme des armes. L'avertissement de l'homme barbu résonne avec une finalité. Leurs royaumes ne se reposeront pas tant que les Sergos ne seront pas enterrés. Mais la figure pâle et cornue répond avec une indifférence glaçante à propos de la reddition. Puis, le grincement des portes. Une figure formelle entre avec des nouvelles dévastatrices. Il arrive à la place de son frère, le roi Calavra, parce que la reine est morte. La vie et la mort s'entrelacent alors que la tragédie frappe la maison royale. L'horreur envahit chaque visage dans la chambre richement décorée. Mon Dieu! Comme c'est terrible! Mais de la tragédie émerge un nouveau joueur dans ce jeu mortel. Le prince Ozora Calavra entre dans la lumière. Peau pâle, cheveux argentés, manteau violet foncé avec col en fourrure. Son regard intense porte une confiance qui frôle l'ominou. Les mots du représentant résonnent avec une ironie troublante. Mais hélas, dans la mort vient la vie. Nous avons été bénis avec un héritier. Un beau château est témoin de ce moment qui redéfinira les royaumes. Dans la chambre opulente ornée de détails dorés, le poids du fardeau royal pèse comme une pierre écrasante. L'héritier blond se tient près de la fenêtre, tenue noire impeccable mais esprit lourd. Le coup à la porte signale un autre rituel douloureux. Son compagnon aux cheveux sombres entre, demandant s'il est prêt à rendre visite à leur mère. Mais sa réponse est tranchante. Je déteste vraiment ce jour. C'est le rappel annuel pour tout le monde que je suis la raison pour laquelle notre mère est morte. Certains anniversaires célèbrent la vie. D'autres pleurent son coup. La frustration d'Ozara déborde dans la chambre luxueuse alors que la torture annuelle commence. Sa robe noire élégante semble être un costume pour une performance qu'elle n'a jamais voulu donner. Chaque année, c'est la même chose. Le discours de leur père pendant que des centaines d'yeux jugent s'il faut la plaindre ou la blâmer. Mais la chaleur de son compagnon blond perce l'obscurité. Personne ne la blâme, insiste-t-il. Après tout, c'est son anniversaire. Son optimisme concernant leur fête à venir offre une bouée de sauvetage. Il suffit de supporter la cérémonie, puis ils pourront enfin célébrer.
Des fleurs violettes ornent l'autel alors que le royaume se rassemble pour se souvenir de la reine Sirena. La voix de l'homme barbu porte amour et perte alors qu'il parle de sa fleur bien-aimée. Sa présence était un rayon de soleil par temps nuageux. Sa voix, le chant des oiseaux du matin. Sa beauté pouvait faire plier les hommes adultes. La femme à ses côtés se tient solennelle en noir tandis que le jeune homme aux cheveux clairs réfléchit au souvenir d'une mère qu'il n'a jamais connue. Ceci est plus qu'une cérémonie. C'est la manière d'un royaume d'honorer la lumière qui a été éteinte trop tôt. Dans la chambre ornée de verdure, la voix du roi s'élève avec une conviction inébranlable. La mort ne lui fait plus peur car il sait que son ange l'attend les bras ouverts. Cette absence de peur lui permet de tout donner à son royaume, de se dresser contre toute menace qui oserait s'approcher. Le personnage cornu écoute en silence contemplatif alors que les mots résonnent à travers les halls ornés. Au-dessus d'eux, des nuages sereins promettent la paix. L'esprit de Sirena continue de les bénir tous, sa mémoire étant un bouclier contre l'obscurité à venir. La grande salle bourdonne d'excitation alors que deux pères préoccupés s'inquiètent pour leurs enfants disparus. Mais puis elle apparaît, Célia, radieuse dans une robe blanche fluide, remerciant tout le monde de célébrer avec eux ce soir. La réaction de la foule est immédiate et unanime. « Célia est tellement jolie !» s'écrient des voix admiratives. Des lustres élégants projettent une lumière parfaite alors qu'elle descend gracieusement l'escalier. C'est le moment que tout le monde attendait. La fête peut enfin commencer sérieusement, et l'atmosphère passe de l'anticipation à la pure joie. Dans les coulisses, l'anxiété royale atteint son paroxysme. Ozara se tient frustré dans sa robe noire élégante, se sentant stupide et retardé. Son compagnon appelle avec urgence de l'extérieur, il ruine leur entrée glamour. Pendant ce temps, le garçon blond dans son costume élaboré blanc et doré s'avance avec confiance vers le rassemblement, l'anticipation grandissant à chaque pas. Un observateur aux cheveux sombres rougit nerveusement, son cœur battant visible dans la tension. La scène est prête, la foule attend, mais leur grande entrée sera-t-elle à la hauteur des attentes? Enfin, le moment arrive dans la grande salle magnifiquement décorée. Ozora scintille dans une élégance blanche tandis que le garçon blond admire leur beauté combinée. Comment quelqu'un peut-il être à la fois beau et séduisant? Leur père, orné de noir et d'or, s'enquiert du retard avec une préoccupation paternelle. La réponse confiante du garçon sur le fait d'assurer la perfection dessine un sourire chaleureux. « Eh bien, vous avez tous les deux l'air merveilleux », déclare leur père. Ce moment tendre en famille, entouré d'arrangements floraux et de lumière douce, honore parfaitement la mémoire de la reine Sirena. Dans la salle ornée devant un public rassemblé, le destin appelle un jeune prince. Aujourd'hui marque le 18e anniversaire d'Ozora. Le jalon de transition atteint une seule fois dans une vie. Plus un garçon, mais un homme. Un futur roi. La fierté du père rayonne alors qu'il présente une épée forgée dans l'acier le plus résistant de la planète. Mais ce n'est pas n'importe quelle lame. Son diamant rouge provient du collier de la reine Sirena. Alors qu'Ozora touche l'arme avec un résonnant « ching », émotion et fierté se mélangent sur son visage. La couronne l'attend. La bénédiction continue alors que le père révèle le véritable pouvoir de l'épée. Forgée dans un acier incassable et couronnée du diamant rouge de sa mère, cette lame portera l'esprit de Sirena dans chaque bataille. Que son esprit soit avec toi, pour de la chance. Joyeux anniversaire. La gratitude d'Ozora est simple mais profonde. Il est honoré par ce cadeau incroyable. Les applaudissements résonnent à travers la salle luxueuse alors que le soleil couchant baigne tout dans une lumière dorée. Le majestueux château est témoin de ce passage de légende d'une génération à l'autre. Mais sous la célébration se cache un cœur troublé. Dans le couloir faiblement éclairé loin des festivités, Ozora confesse sa solitude à son compagnon aux cheveux sombres. Il ne connaît même pas la plupart des invités à sa propre fête. La pression de « toutes les choses de la virilité » pèse lourd sur ses épaules. Son ami, inquiet et attentionné, l'exhorte à profiter de la célébration. Pourtant, ici se tient Ozora, élégant en blanc et or, mais se sentant isolé malgré des centaines de personnes autour de lui. Parfois, l'endroit le plus solitaire est le centre de l'attention. Le garçon musclé aux cheveux sombres offre exactement ce dont Ozora a besoin. Une échappatoire. « Tu veux te cacher quelque part ?» demande-t-il enjoué. Ozora le suit dans le couloir frappant, la curiosité grandissant à chaque pas. Puis ils y arrivent. Une pièce cachée remplie de livres qui coupe le souffle d'Ozora. « Wow! Je ne savais pas que des choses comme ça existaient vraiment. » L'émerveillement remplace l'anxiété alors qu'il découvre ce sanctuaire secret. Dans un monde d'attente royale rigide, parfois, il faut un ami qui sait où trouver les portes cachées de la liberté. À l'intérieur de ce refuge élégant, l'intimité fleurit loin des yeux indiscrets. Ozora taquine sur le fait d'être plutôt spécial,
pour accéder à ce sanctuaire verrouillé tandis que son compagnon explique les mesures de sécurité. Lorsqu'on lui demande de retourner à la fête, la réponse d'Ozora révèle tout. Pas si tu n'es pas là. Les étagères ornées et l'atmosphère luxueuse créent le contraste parfait avec la célébration animée à l'extérieur. Dans cet espace secret, ils peuvent enfin être eux-mêmes sans le poids des attentes royales écrasant sur eux. La vulnérabilité rencontre la rivalité ludique dans ce refuge richement décoré. Ozora est assis mal à l'aise, souhaitant se cacher de tous ses yeux observateurs, mais fait une exception pour son ami. Le garçon aux cheveux sombres sourit en soulignant que leur écartage s'est enfin réduit. Tous deux 18 ans maintenant. Mais l'esprit compétitif d'Ozora s'enflamme. Je suis en avance sur toi dans tout, tu te souviens. Son expression passe de l'inconfort à un sourire agacé. Même dans leurs moments privés, ces deux-là ne peuvent pas résister à leur compétition fraternelle. Certains liens se forgent dans l'amitié, d'autres dans une rivalité constante. Une douce caresse sur la tête devient quelque chose de bien plus significatif. Alors que le garçon aux cheveux sombres souhaite un joyeux anniversaire à Ozora, quelque chose change dans la pièce doucement éclairée. Les pensées intérieures d'Ozora révèlent la vérité. Chaque fois qu'il le touche, cela lui fait bizarre à l'intérieur. Il se plaint que sa sœur lui a fait porter la tenue élaborée, la qualifiant de stupide. Mais la réponse simple de son ami, « Je ne pense pas que ce soit stupide », fait visiblement relaxer Ozora. Parfois, les bons mots de la bonne personne peuvent tout changer. La confession flotte dans l'air chaud comme une étincelle attendant d'embraser. Tu es si beau que je ne peux me concentrer sur rien d'autre. Les joues d'Ozora rougissent alors que la réalité le frappe, il sait exactement ce que cela signifie. Pourquoi tu t'attaques toujours à moi? Demande-t-il, mais la réponse le fige, qui dit que je m'attaque à toi? Le garçon musclé se penche plus près tandis qu'Ozora touche son menton pensivement. Dans leur sanctuaire douillet, la ligne entre l'amitié et quelque chose de plus profond commence à se brouiller dangereusement. La résistance s'effondre face à une émotion écrasante. Le garçon aux cheveux sombres reconnaît qu'il ne devrait pas faire ça, mais la façon dont Ozora le regarde rend le contrôle de soi impossible. Ozora rougit avec un sourire timide alors qu'il se penche plus près, leurs lèvres presque en contact. Je ne peux pas m'en empêcher, résonne entre eux comme une confession de reddition. Puis, dans le refuge élégamment éclairé, entouré de luxe et de secrets, ils s'embrassent enfin. Ce moment tendre changera tout entre eux. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour interdit entre en collision avec le devoir royal?